Bonjour, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour la conférence de Wiedmann Architecte. Et ce sera Marc Wiedmann, architecte et enseignant invité à EPIA, qui va présenter cette conférence. Je profite de remercier mes collègues de la Commission des relations extérieures de la filière d'architecture EPIA, qui organise le présent cycle de dialogue conférence, dont je profite au passage de vous rappeler ou annoncer les 2 prochaines échéances avec Adalberto Diaz, architecte à Porto, le mercredi 30 avril, et Olga Felipe, architecte à Gérone, le mercredi 4 juin. La conférence d'aujourd'hui va nous permettre de découvrir les projets et réalisations de Wiedmann Architecte, Marc Wiedmann associé à Christina Silla Wiedmann, que je salue tout particulièrement, et dont le bureau fondé à Genève en 2005 se profile aujourd'hui parmi les plus reconnus et méritants de la place. C'est un plaisir pour moi de vous présenter brièvement, comme me l'a aimablement demandé Marc. C'est un plaisir de vous présenter Marc Wiedmann Architecte, d'une part parce que notre filière a la chance de le compter dans le cercle de ses enseignants, qui s'engagent activement à transmettre avec passion et compétence leur connaissance du métier d'architecte. D'autre part parce que l'architecture, telle que pensée, mûrie et mise en œuvre par Wiedmann Architecte, m'apparaît particulièrement fertile et porteuse de sens, en reposant sur au moins 3 vertus cardinales. Premièrement, la capacité à investir patiemment et fermement le champ du projet en tant que processus évolutif et complexe, de l'idée première à sa concrétisation matérielle et constructive. Deuxièmement, l'importance accordée à la dimension contextuelle et culturelle, non seulement du projet lui-même, mais aussi de la profession d'architecte, qui contribue à nourrir le débat public et aussi la vie corporative d'une ville, d'une région. Troisièmement, l'intérêt manifeste, nourri par une recherche très personnelle, qui, à mon sens, va au-delà des effets de mode pour la perception et la signification des formes architecturales. Projet urbain. L'intitulé choisi par Marc Wiedmann pour sa conférence de ce jour fait écho à un de ses récents apports théoriques donnés à EPIA dans le cadre de l'enseignement de projet, où Marc Wiedmann, comme enseignant, définissait l'urbanité comme, je le cite de mémoire, une forme de politesse, d'affabilité, d'usage du monde. Dans certains lexiques, la définition de ce mot urbanité prend potentiellement un tour négatif lorsqu'elle évoque une politesse peut-être exagérée. L'architecture de Wiedmann Architecte peut légitimement invoquer le qualificatif d'urbain. Pourtant, et je pense même que c'est une force de la démarche qui va être présentée, la politesse dont fait preuve cette architecture vis-à-vis des acteurs engagés et du contexte n'a rien d'exagéré. Au contraire, elle témoigne d'une capacité roborative à se confronter avec une exigence de rigueur et de clarté et sans compromis fade à un lieu et des contraintes données, pour créer des nouveaux lieux habités, des espaces dont le langage formel et la matérialité procèdent d'une forme de dialogue patient et éclairé avec la réalité. Marc, merci d'avoir accepté cette invitation. À toi la parole. Merci beaucoup Didier. Est-ce qu'on laisse les lumières comme ça ou est-ce qu'on baisse un peu? Vous voyez? C'est un peu le...
Bon, ça va. Merci Didier, oui. Alors écoute, ça fait très plaisir, merci. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve qu'on devrait se dire des choses gentilles comme ça beaucoup plus souvent. Ça fait toujours du bien, merci. Oui, projet urbain. Merci encore à l'EPIA pour l'invitation. Et à tous. Et je profite peut-être pour dire le plaisir que j'ai à être dans la maison depuis quelque temps. Projet urbain, en fait, c'est un titre qui s'est imposé tout seul, de manière un peu naturelle, je dirais. Et voilà, je ne vais pas théoriser beaucoup là-dessus, mais je pense qu'il transcrit notre intérêt pour l'architecture. Pour l'architecture déjà en tant que discipline, mais en tant que discipline qui a un but ou une action sur la réalité, sur le monde réel, sur un monde géographique, sur un territoire, sur un paysage. Et en ce sens, ce territoire ou ces espaces sont des biens communs qui concernent tout un chacun. C'est pour ça qu'il y a une dimension évidemment collective dans l'architecture, mais qui n'a rien à voir avec la quantité. Ce que je veux dire par là n'est pas plus urbain une ville plus grande. L'urbanité, c'est éventuelle politesse, mais ça parle de cette relation des hommes les uns avec les autres, ou de la relation des hommes avec le monde en général, avec l'environnement. On peut inclure aussi les oiseaux, les chats. Et à ce titre-là, donc, dès qu'il y a une personne, probablement il y a une relation urbaine entre lui et son environnement. Donc c'est le monde réel, c'est ça qui est important pour nous. Et c'est aussi de participer collectivement à sa définition, à l'amélioration, c'est bête de le dire, à sa définition, à son façonnement, et pour le plus possible permettre aux êtres humains d'avoir des relations les uns avec les autres. Donc participer à la définition d'un cadre de lieu, d'un cadre de vie qui permettent les relations des hommes les uns avec les autres, bien sûr avec leur environnement, pas seulement pour se réunir, aussi pour se réunir et partager, mais aussi s'isoler, trouver son intimité, s'identifier à des lieux, s'approprier des lieux ou des espaces de manière réelle ou de manière figurée. Bref, c'est ça qui nous intéresse, donc d'être quand même un peu au service de l'homme et des hommes en général. Voilà. Donc je passe sur les définitions qu'a retranscrit Didier. Et il y a dans tout ça, évidemment, il y a cette notion collective et que j'appelle toujours aussi, moi, le processus complexe. Parce que je pense que oui, bien sûr, le projet d'architecture est un processus complexe, pour plein de raisons, et entre autres parce qu'il a beaucoup d'acteurs, il concerne beaucoup de monde et il y a beaucoup d'acteurs. J'appelle moi les projets des aventures. En général, je dis des aventures riches. Ça ne veut pas forcément dire... ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il se passe toujours beaucoup de choses et les projets, quels qu'ils soient, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la conception, au niveau de la prise de décision, au niveau de la production, au niveau des usages, au niveau de l'utilisation, de la démolition d'un bâtiment. Donc c'est un processus aussi qui ne se termine pas, dans lequel nous prenons place, nous, en tant qu'architectes, mais qui existe avant nous et qui continue après. Ça, c'est important parce que, voilà, on est un peu des passeurs dans cet exercice. Je parle de production aussi, de quelque chose de concret. Donc, il y a des compétences, il y a des savoirs, il y a des cultures de la construction ou de la planification urbaine ou de la planification architecturale. Et il y a peut-être des périodes dans lesquelles on est plus ou moins habile aussi à faire ça. Et c'est donc un savoir-faire collectif auquel on participe. Voilà, c'est un peu là-dedans qu'on s'inscrit. Et à une échelle beaucoup plus restreinte, dans notre bureau, donc nous sommes un petit bureau de 6 à 7 personnes, en comptant les associés et les collaborateurs. Voilà, notre travail, disons en quelques mots, c'est principalement basé sur le doute et la tentative de s'en débarrasser par l'expérimentation, le côté empirique, et les expériences. On n'a pas de règles et de recettes. On a des intuitions, on a des préoccupations. Voilà, je dirais qu'on est plutôt des artisans que des artistes, et dans ce sens-là, on fait par l'expérience on essaie d'avancer par des expériences différentes. Voilà, je vais donc maintenant arrêter avec les généralités et vous présenter un certain nombre de projets. J'ai arrêté un nombre de 7 projets, dont 2 programmes principaux, des programmes de logement, 3 projets de logement. Donc ici, des projets de logement qui sont restés à l'état de projet, et 4 projets de
de bâtiments publics, scolaires ou communaux en projet ou qui resteront à l'état en réalisation, réalisés, ou qui resteront à l'état de projet. Peut-être juste pour dire que voilà, ce site réel ce contexte réel dans lequel l'architecture prend place, disons, elle est bien sûr un élément de dialogue avec lequel on essaie d'instaurer un dialogue. Et c'est aussi elle qui enrichit l'architecture très certainement, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire qu'on fait toujours le même projet, parce qu'on a un peu toujours les mêmes préoccupations, même si on essaye d'évoluer, ou aussi d'évoluer en termes de méthode ou d'outils. Malgré tout, c'est probablement dans ce rapport à un site que ces projets qui sont, pour finir, tous qui se ressemblent, donc ont des tas d'éléments communs, ils ont en même temps une grande diversité dans ce rapport à ce contexte, à ce site, en termes bien sûr, de contexte géographique, mais contexte culturel, contexte plus général. Voilà. Donc je vais commencer pour présenter. Donc il y a certains projets, je crois que j'ai déjà présenté à des étudiants, tout ça, mais un minimum. Donc j'espère que vous trouverez des éléments nouveaux dans cet exposé. Je vais commencer avec un projet de concours de logement et activités à la Praille, qui date de 2012. Voilà, où là il y a un contexte particulier, parce que c'est un contexte, mais comme tous les contextes, un contexte qui est en évolution, où on espère qu'il évolue. Donc on est dans la zone industrielle de la Praille, dans la partie sud, avec justement, qui fait l'objet d'un certain nombre de planifications, de plans directeurs, et qui est un terrain d'expérimentation par le concours. Ça c'est peut-être un petit aspect, j'ai oublié d'en parler, mais évidemment, dans ces processus, le concours d'architecture est un des éléments un des outils les plus vertueux, à mon avis, pour prendre les bonnes décisions, pour associer les gens et faire participer les gens à des processus de décision. Et donc, c'est un territoire d'expérimentation, cette Praille à Cassavernet, avec ici la partie sud, qui a fait l'objet d'une planification particulière, dont l'image directrice avait été à l'époque élaborée par le bureau d'Iner. Voilà, ce que vous voyez, c'est que le contexte, là, il est à cheval entre un contexte existant, un contexte passé et un contexte futur. C'est particulièrement le cas ici, un contexte futur mais hypothétique, mais c'est toujours le cas, bien sûr. On ne peut pas prendre le territoire comme un élément figé, c'est le résultat d'un processus de transformation qui est appelé à se perpétuer dans cette durée qu'on doit se situer. Voilà, donc c'était un concours de logement qui devait être une sorte de projet test ou de projet pilote dans la zone de la Praille, où je remonte juste encore la situation. Donc on a une planification de remplacement progressif des éléments industriels, de la zone industrielle, par des éléments d'habitation ou d'activité, pour le transformer en un quartier très urbain, très dense et très vivant, avec ici, juste derrière la route de Saint-Julien, ce site de la Marberie qui était prévu pour ce concours, avec un site qui appartient à l'État. Une des données du concours, c'était de se confronter avec une densité importante, si je ne m'abuse, entre 3,5 et 4. Donc c'était tout de suite pour nous, un des premiers outils, c'était de comparer ce chiffre, bien sûr, ce chiffre qui en lui-même ne signifie rien, mais de le comparer avec des morphologies existantes, locales ou pas, les eaux vives, les paquis, la vieille ville, où on voit que c'est des densités qui existent déjà en ville de Genève, même sous des formes encore une fois différentes, ou qui peuvent bien sûr, à l'exemple de New York, atteindre des densités beaucoup plus élevées dans les quartiers de logement, je précise. Et voilà, ça c'était une première chose. Pour nous, il y a toujours quand même une part de perception de l'architecture, mais il y a aussi une part de mesure. Je crois que la mesure et l'échelle, c'est bien sûr une de nos principales prérogatives ou principaux devoirs. Donc j'ai oublié de préciser ici là-dessous le quartier prévu dans la planification d'Iner, avec une densité de plus de 4, je crois. Donc voilà le site en question. Voilà le projet intéressant de transformer une zone industrielle progressivement en un lieu mixte d'habitation et d'autres activités, avec déjà de la part du bureau d'Iner la reconnaissance d'un certain nombre de qualités, dans le sens de caractéristiques de ce site, avec une certaine difficulté évidemment à se faire se rencontrer le côté domestique de l'habitat et des activités, et surtout un territoire qui est souvent mal délimité, évidemment pas de trottoir, des situations peut-être relativement chaotiques. La planification d'Iner prévoyait un certain nombre de moyens architecturaux comme des murs pour essayer
contenir et de donner une certaine privacité à certains lieux. De l'autre côté, nous avons aussi cherché à donner une dimension domestique à ce lieu, mais en nous basant, en essayant de rester plus ouvert en termes de spatialité urbaine et en se basant sur l'existant un peu, c'est-à-dire que entre ces rues qui sont très actives avec beaucoup de poids lourds, de trafic, etc., on trouve des bâtiments très proches les uns des autres, de dimensions relatives, de 1 ou 3 niveaux, et qui donnent à l'arrière à l'accès à des cours beaucoup plus tranquilles dans lesquels déjà on habite déjà, mais voilà, c'est cet esprit du lieu qu'on a trouvé, qu'on a essayé de retranscrire et qui nous a aidé, disons, à déterminer une forme urbaine. Alors voilà le site de la dite Marborie, la route de Saint-Julien, un immeuble de logement, des immeubles de logement qui persistent, et les différents bâtiments industriels appelés à transformer. Et puis ici, notre proposition, que je vais tout de suite... peut-être l'expliquer là. Donc avec ici la route, le chemin de la Marborie, qui est une route à fort trafic, une rue arrière, et le positionnement de 4 bâtiments d'une certaine hauteur, avec des socles, qui définissent d'une part les limites d'une sorte d'îlot ouvert, et puis par des cheminements, des passages très étroits, une cour, une intériorité fluide, mais tout de même protégée, disons, de l'agitation urbaine, on va dire. Alors voilà, pivoter ce plan avec le plan de ces socles, qui sont ces socles d'activité, 4 socles, très proches les uns des autres, dans des proximités de l'ordre comme celle qu'on a vue en photo, avec des activités plus publiques sur les axes principaux, et encore une fois l'arrière-cour dans laquelle va prendre place la crèche, à proximité d'une carrosserie et de diverses activités de quartier. Et voilà cette petite ville, disons, à l'échelle du sol. Peut-être pour dire que c'est quelque chose qui nous a beaucoup enthousiasmé en tant que tel. C'est un projet magnifique de pouvoir faire justement une ville dense et mixte, comme elle existe partout. Comme on l'a un peu arrêté de la faire pendant un certain nombre d'années, ça serait dommage qu'aujourd'hui, disons, à cause des normes et des exigences, par exemple acoustiques ou autres, on décrète qu'il n'est plus possible d'habiter et de faire coexister, je prends l'exemple d'une carrosserie et d'un habitat, alors que tous ceux qui habitent à Plainpalais, aux Eaux-Vives ou ailleurs, savent que ils le font tous les jours et que ça s'est fait, c'est quelque chose qu'on était capable de faire en tout cas avant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les étages? L'étage des bâtiments, donc à partir du niveau 3, les bâtiments de logement, donc commence le logement, donc dans cette stratification, avec 4 bâtiments qui sont donc plus étroits, qui se permettent tous d'être dégagés les uns des autres, c'est-à-dire de ne pas créer de vis-à-vis, ou de créer des vis-à-vis, mais aussi des dégagements. Donc ils sont en quinconce, et des dimensions de bâtiments qui donnent justement une certaine échelle, déjà au lieu en termes de volume, et en termes d'étages. Donc vous avez en général, par exemple dans les tours, 4 appartements. Donc tous les appartements de ces logements, qu'ils soient petits ou grands, sont tous minimum en situation d'avoir 2 orientations, donc des ensoleillements et des vues différentes, des situations de proximité ou de vis-à-vis, mais aussi toujours des situations de dégagement et de vue en diagonale. C'est le cas pour tous les bâtiments, avec voilà. Mais ça c'est un objectif à la fois simple, mais qu'on essaie de respecter de manière très stricte. Et encore une fois, dans un élément ici avec 2 cages d'escalier, on a des logements traversants ou des logements sur 3 orientations. Un élément plus petit où on a une orientation un peu défavorable au nord et face à un plus grand bâtiment, donc on a ici des bâtiments à 3 orientations, des logements à 3 orientations, ici à 2, bref, de donner une sorte de diversité, mais d'égalité à chacun des logements. Voilà, en termes de volumétrie ou en termes d'image ou de caractère, ce que ça a donné en termes d'études. Donc ici, la rue, la Marborie, les activités publiques, le passage très étroit, probablement même encore plus étroit qu'il n'existe dans la situation actuelle, et à l'arrière, la cour, ce qu'on appelle la cour, et puis à partir d'une dizaine de mètres, les étages de logement, qui eux ont une certaine distance par rapport à cette rue. Et puis voilà, une fois qu'on est dans la cour, donc l'espace plus protégé, l'espace fluide, sans trottoir ni délimitation, un peu comme dans la zone industrielle, qui est un peu un caractère de ce lieu, qui se continue dans les entrepôts existants là-bas derrière, les activités de quartier, dira-t-on, et les logements au-dessus.
Voilà, peut-être juste une image, ça c'est des images qui sont tirées d'Internet, c'est le jury du concours qui a mis le projet en situation. Donc dans une situation actuelle, la barre de logement, le projet, et la situation dans la planification d'Hilaire, on a beaucoup apprécié, non pas la qualité de ces images, encore une fois, mais le fait que le projet arrivait à être en relation équilibrée avec le contexte, qu'il soit actuel ou futur, qu'il soit futur inachevé, bien sûr, comme il risque d'être. Ça, c'est bien sûr une vision de processus, pas une vision de ville idéale, hein. Mais on avait l'impression d'avoir trouvé la juste mesure, qui était plutôt un peu inférieure à la demande. Donc voilà, peut-être qu'on a été un peu trop timide. Donc une volumétrie, des bâtiments qui forment un tout en termes de volumétrie, qui sont assez denses, assez compacts. Et puis en même temps, au niveau des étages, voilà, un certain côté aéré, une certaine distance de vis-à-vis qui est, si on reprend l'exemple des eaux vives, ou si on n'a pas de telle hauteur, mais on a des distances qui sont importantes et des percées visuelles dans une morphologie ouverte qui reste intéressante. C'est là que j'aurais dû vous détailler les types de logements, donc ces tours relativement petites, avec 4 logements dans les angles. Mais voilà, là vous le voyez. Et donc cette idée d'avoir à la fois une intensité de relation avec les bâtiments voisins et aussi les ouvertures sur le lointain. Puis peut-être, ça c'est un de nos préoccupations et de nos dadas, disons, quand on fait du logement social à Genève, où tout est très normé, tout est très difficile disons, de faire des propositions, de trouver des typologies qui proposent quelque chose, parce que les dimensions et les attributions des pièces sont vraiment très figées. Donc on a pensé qu'une manière de répondre peut-être à une qualité qu'on pouvait donner à ces logements, c'était d'essayer de développer leur appropriabilité, c'est-à-dire qu'on puisse y habiter peut-être de différentes manières. Voilà, aussi dans une idée de donner aux habitants des possibilités de vivre différemment. Et là, voilà, c'était illustré ici par un système d'appartements, un module de 1, 2, 3, 4 pièces d'angle, avec des cuisines habitables fermées, pour le coup, des chambres de part et d'autre, donc des chambres différenciées, une fois à l'ouest ou à l'est, des orientations et des situations différentes par rapport à un hall d'entrée, et puis une cellule d'une chambre indépendante, accessible depuis le palier, qui peut faire partie du logement ou pas. C'est des procédés qui sont connus, qui sont éprouvés. Depuis au 19e siècle, on appelait ça à Berlin la Herrenzimmer, et c'est des éléments que pas mal d'architectes proposent. Et puis là, on s'amuse à imaginer des scénarios. Alors là, on aimait bien l'idée d'un jeune couple qui s'installe, qui utilise ça pour travailler. Ils finissent par avoir un enfant, 2 enfants, etc., etc. Et la vie évolue dans un scénario là. Je ne vais pas le détailler plus que ça et passer au prochain projet, qui est un projet de logement coopératif au Verger à Meyrin, aussi un concours. Ici, pour le coup, le contexte, donc on est à la route de Meyrin, la cité de Meyrin, le village de Meyrin, et ici ce grand site des Vergers qui fait l'objet d'un grand PLQ, donc un plan localisé de quartier qui est un outil de planification qui a les avantages et des inconvénients, et en particulier les inconvénients d'être très strict et très rigide, et d'offrir justement un contexte qui n'en est quelque part pas un. Donc encore une fois, par rapport à ce contexte ici, on a dû se mesurer à cette situation-là. Notre proposition, en quelques mots, ça a été de donner une structuration, structurer l'espace urbain, même si on en avait une perception pas très claire. Moi, je ne veux pas le décrire, ce projet, mais en gros, c'est 3 zones différentes sur un coteau en direction du Jura, une pente, hein. Et puis on a des grandes allées qui sont des grandes infrastructures publiques, donc un parking, et puis des éléments de petites barres ou de petits plots qui sont alignés dans des situations différentes. Voilà. Alors nous avons interprété, nous avons essayé de donner un sens à cette succession de volumes, en disant que voilà, c'était clairement des plots. Ces plots formaient le long de cette grande allée formaient une succession de courts jardins à double orientation, hein, parce que le devant de l'un devient le derrière de l'autre, etc. La coopérative avait ici 3 bâtiments à sa charge.
Et dans ce PLQ, les niveaux sont donnés, la déclivité du terrain est donnée. Toujours est-il que nous avons structuré l'espace dans une gradation entre l'allée très publique, la grande allée, une cour basse qui est une cour collective avec des accès aux activités publiques, et puis un jardin surélevé d'un niveau qui donne accès aux 3 bâtiments, donc une sorte de gradation urbaine qui se décrit dans ce schéma, qui résume le projet. Donc toujours l'échelle de la ville, du quartier, la cour, l'échelle de la coopérative avec le jardin haut et les entrées, et puis après ces 3 plots qui sont donc clairement des structures rayonnantes, des logements rayonnants avec une cage d'escalier centrale, des espaces, des chambres indépendantes d'activité qui se regardent les unes les autres, les 3 bâtiments là, les 3 accès ici, et puis des logements qui sont des logements d'angle rayonnants, donc qui s'ouvrent sur les angles, ici avec aussi quasiment tous les logements bi-orientés, sauf certains petits appartements côté sud-est. Voilà. Ah non, peut-être juste un petit mot, un clin d'œil à Didier Chalon, là, parce que ces petits pointillés, là, représentent justement le rayonnement des bâtiments et un peu l'intensité urbaine des échanges entre les bâtiments, mais ça résume en fait cette idée que donc l'espace public, l'espace ouvert, on rentre dans un espace collectif très fermé qui est la cage d'escalier, qui s'ouvre ponctuellement, et dans son logement, on a une progression jusqu'au balcon qui, lui, jusqu'à des espaces de jour avec des grandes ouvertures et des balcons qui sont en projection extérieure et qui reforment cette boucle, disons, on se retrouve dans l'espace public. Et voilà, cet espace public, le prolongement extérieur du logement, la cour basse, l'accès au jardin haut et les 3 bâtiments qui forment, disons, une entité communautaire. Voilà, le plan type de ces plots, donc encore une fois, les dimensions, largeur, longueur, etc., tout est quasiment déterminé, même le nombre de pièces par étage. Donc on a cette cage d'escalier qui est très intériorisée, avec un éclairage zénital, et puis à chaque étage, un espace collectif, et puis cette cage d'escalier qui a une forme un peu donc polygonale, qui en fait met en relation les logements qui se font face les uns aux autres, en les décalant légèrement, en évitant des frontalités, et en essayant de mettre en place une progression à travers le logement, de la zone collective de l'immeuble à la zone collective de l'appartement. Et puis sinon, de manière... là aussi, on a proposé une flexibilité dans une idée de participation avec une coopérative. L'idée, c'était de proposer des systèmes de cuisine qui pouvaient être très différents. C'est-à-dire cuisine ouverte, traditionnelle aujourd'hui, cuisine ouverte dans l'angle du séjour, cuisine fermée, autre cuisine fermée, ou cuisine liée au même gain et à la même situation, directement en lien avec l'entrée. Donc voilà, proposer dans la typologie un changement de cette possibilité, une flexibilité de projet. Voilà une image de cette relation. Donc on sort de chez soi, on a une possibilité ou non de voir chez le voisin, mais pas dans un vis-à-vis direct. On a une relation avec un espace d'étage, et puis on a aussi une cage d'escalier qui permet les vues croisées entre les niveaux. Donc quand on sort de chez soi, on a potentiellement le choix, la possibilité de rencontrer visuellement ses voisins. Voilà, c'est juste là, cette flexibilité dont j'ai parlé, la flexibilité de projet, donc décider où et comment on dispose les cuisines et comment on va habiter. Et ici, une flexibilité aussi toujours d'appropriation avec un schéma de cuisine proche de l'entrée, un espace ouvert, cuisine séjour, cuisine proche de l'entrée, comme une sorte de deal à l'entrée de l'appartement. Et puis, voilà, des scénarios de vie d'appropriation qui sont fonction des manières d'occuper ces différents espaces. Je pense que c'est une manière de l'illustrer. Donc, c'est peut-être les moyens de faire ça, c'est d'essayer de différencier les espaces. Par exemple, dans ce logement, vous avez 3 chambres, mais 3 situations complètement différentes, orientation géographique, orientation par rapport à l'entrée. Donc privacité, intimité, et puis éventuel lien avec le prolongement extérieur. Donc en fait, c'est des chambres qui doivent être toutes suffisamment grandes pour potentiellement accueillir un couple, le cas échéant, ou en tout cas avoir des usages différents, mais elles peuvent très bien évidemment être différentes, ou c'est même souhaitable qu'elles aient des qualités et des situations différentes. Voilà. J'accélère un peu, et je vous emmène maintenant, toujours à Genève, un concours de logement Jean-Louis Prévost,
où ici, toujours un PLQ, là le contexte est celui d'une ancienne zone de villa près de Balexer, avec une arborisation généreuse, un autre bâtiment inconnu d'un PLQ, un périmètre très très strictement défini, le collège Rousseau là derrière, et puis une proposition de faire un bâtiment, voilà, là aussi les limites sont données, mais là c'est une image assez radicale, qui a d'ailleurs déplu, je pense, au concours, mais un bâtiment qui est une grille très ouverte, très perméable, dans les logements lumineux, qui abrite tant des loggias que des espaces de jour ou des espaces de nuit, qui est indifférencié aussi en termes d'orientation, qui est rayonnante sur tous les côtés. Et en termes de plan, ce plan avec 2 cages d'escalier, là aussi, la difficulté de se confronter avec un règlement qui délimite déjà toutes les distances. Mais voilà, la volonté de mettre 2 cages d'escalier pour assurer, encore une fois, à tous les logements, sans exception, 2 orientations. Donc on a une cage d'escalier, c'est côté sud-est ici et nord-ouest ici. Une cage d'escalier qui regroupe 3 appartements, un appartement traversant et 2 appartements d'angle. Et une deuxième cage d'escalier qui regroupe un appartement traversant, et 2 appartements d'angle, les petits appartements qui sont à l'ouest, à l'est et au nord-ouest. Voilà, donc toujours cette idée d'essayer d'offrir des situations, une certaine égalité de traitement, je dirais, entre les différents logements. Et puis ici, nous avons proposé ce qu'on a appelé une adaptation du plan neutre. Donc le plan neutre, c'est ce plan qui est typique on en voit beaucoup à Genève, mais des logements qui sont desservis par un hall central et des pièces de dimensions similaires de part et d'autre dans ce couloir dont on peut attribuer des usages différents. Ici, je dis que c'est une adaptation parce qu'en fait, nous avons quand même forcé le trait. Donc on prend l'exemple du 4 pièces type, on rentre dans un hall. Ce hall est celui qui permet, donc c'est un hall de logement social, c'est pas un hall de logement braillard, mais c'est un hall qui donne l'égalité à toutes les pièces par rapport à l'entrée et par rapport au service. Donc elle met toutes les pièces autour du même espace en termes de distribution. Et on force le trait en mettant quand même une cuisine habitable mais petite, ouverte sur une loggia. Et puis sinon, 3 chambres avec une plus grande sans loggia direct au sud-est, une grande avec loggia à l'ouest, donc au nord-ouest, l'ouest genevois, et une moyenne ici comme chambre. Donc là, l'idée voilà le hall de logement, disons, qui a une valeur d'usage mais qui a des dimensions modestes. Donc c'est là ce logement cette flexibilité ou ce plan neutre qui n'est pas tout à fait neutre parce qu'il a quand même des espaces de dimensions très différentes, mais qui permet justement une adaptation ou une appropriation différente. Donc, typiquement, le séjour, on peut décider de le mettre au sud-ouest et puis d'en avoir un grand séjour, ou d'y mettre éventuellement une salle à manger. Mais on peut aussi décider de mettre une chambre à coucher pour plusieurs enfants au sud-est et puis ou la chambre des parents, et de mettre le séjour du côté ouest pour avoir le soleil du soir. Bref, c'est cette vision de s'adapter à différentes possibilités d'occupation. Je passe au projet suivant. Donc maintenant, nous quittons les projets qui resteront des projets et qui sont des projets de logement. Et je vais vous présenter maintenant... je vais commencer par le premier projet de bâtiment public que nous avons réalisé, qui est l'extension d'une école secondaire à Estavayer dans le canton de Fribourg. Voilà. Nous trouvons ici la ville d'Estavayer, donc un bourg médiéval qui s'est beaucoup agrandi dans les années depuis longtemps, en particulier aussi depuis l'arrivée de l'autoroute, avec des zones de villas, avec ça c'est la plus grande usine. Vous avez tous mangé des yogourts qui viennent de cette usine, c'est l'usine Elsa qui fait les yogourts pour la Migros. Et puis, donc des zones villas qui s'étendent. Et ici, une zone qui est en fait le cycle d'orientation, donc on l'appelle comme ça aussi là-bas à Fribourg, qui était un peu en dehors de la ville, qui est sur une grande parcelle qui avait été achetée dans les années 60 par la ville d'Estavayer ou par une association de communes pour y construire l'école secondaire. Donc on a construit une école secondaire qui est ce système de pavillons, progressivement, mais en fait on a quand même vendu une partie de ce terrain qu'on a laissé pour faire des logements sociaux. Voilà, c'était donc un concours d'architecture. C'était très intéressant, c'était qu'en fait le site de ce concours était l'ensemble de ce périmètre,
hormis la parcelle ici privée et cette petite maison ici. Voilà, nous avons... Donc il faut voir que cette école, en fait, c'est vraiment une école pavillonnaire très arborisée, donc c'est vraiment une école dans un parc. Ce qui a été important pour nous, ce qui probablement nous a permis de gagner ce concours, c'est de reconnaître justement ce système urbain. Donc c'est un parc, mais c'est un système urbain. Parce que pas mal de concurrents, par exemple, donc la ville d'Estavayer est ici. Cette école est une faite de pavillons plus ou moins grands qui est complètement noyée dans la verdure. Donc elle n'a pas d'identité en termes qu'institution par rapport à la ville. Elle est vraiment noyée dans un espace de verdure. Et beaucoup de concurrents ont voulu donner à ce préau, cette cour principale, un statut d'entrée, et ont densifié ici un 4e côté en lien avec la ville, et ont donné une image à cette école en lien avec la ville. C'était bien sûr une intéressante proposition. Puis en fait, nous, on avait fait l'exact contraire, c'est-à-dire que cette école qui rayonnait de tous les côtés, ce parc, ce jardin, était malgré tout orienté sur cette avenue-là. Et ici, derrière, on avait un parking, on avait les logements sociaux, on avait ici un logement privé, mais c'était un peu le derrière, donc le campus. Ce système de pavillons reliés par des couverts était principalement ici, dans la tête des gens d'ailleurs, ça s'est vérifié par la suite. Et ici, on était derrière, c'est là où les jeunes allaient fumer des cigarettes en cachette, où on allait garer le bus pour les transports scolaires. C'était un parking de voitures pour la salle communale qui se situait ici. Donc nous avons décidé en fait, d'implanter le bâtiment ici, en prolongement du système d'arborescence existant, en redéfinissant les limites côté nord-ouest du périmètre, et en agrandissant ce parc, donc en fait en enlevant tout simplement le bitume qui est ici, en plantant un bâtiment et en le mettant au milieu d'une clairière. Donc voilà le contexte général. Donc l'école, son apparence depuis la ville, donc vraiment une école paysagère, voilà, avec des espaces assez qualifiés. Et puis le site sur lequel on a implanté le projet, c'était donc l'arrière, le terrain de sport et le parking, et disons un espace qui était moins qualifié en termes d'échelle et de dimension, en prolongement des logements sociaux. Et puis comme contexte lointain, on a la campagne fribourgeoise, ça c'est lointain, non, à 500 mètres, mais un peu plus en dehors du périmètre, c'est les constructions rurales, les granges à tabac de la Broye, qu'on trouve juste un peu là-bas, vers le nord-ouest. Donc voilà, la recherche à ce niveau-là, c'était déjà trouver la bonne implantation, reconnaître la structure urbaine, et puis après, c'est cette petite idée d'intégration, de relation contexte. Vous l'avez vu en plan, il y a une forme un peu articulée qui, en termes de plan, est tout à fait en prolongement de la manière de faire les plans à cette époque-là, les années 60 et 70. Et puis après, en termes de volumétrie, il y a un bâtiment qui est légèrement différent des autres, qui est un peu plus grand, qui a 3 niveaux. Les autres en ont 1 ou 2, les autres du campus qui est là, mais qui se raccorde, lui, avec la salle communale ou les bâtiments de logement que vous voyez là. Il essaie de tisser des liens volumétriques et de définir, bien sûr, des systèmes de parcours à travers et autour du bâtiment. Voilà, donc là, c'est depuis l'école existante, un nouveau portique et l'entrée principale du bâtiment. La seule entrée du bâtiment, qui est tournée vers les autres bâtiments du campus, avec l'entrée. Et ici, en fait, ce qui est important, c'est que c'est le seul endroit où le bâtiment, il touche, si vous voulez, le bitume. Tout le reste du bâtiment est planté dans ce jardin, dans cet agrandissement de jardin, à l'instar des bâtiments existants. Et donc, autour duquel nous avons replanté, donc nous avons, entre guillemets, revégétalisé tout ce contexte. Le plan, alors ici l'accès, le rez-de-chaussée, donc c'est 3 étages un peu similaires avec un programme d'administration, d'accueil des enfants, logopédie et centre de documentation, mais sinon des classes, toujours côté sud-est, et puis des classes spéciales musique et dessin côté nord-ouest. Et puis sinon, cet espace de distribution sur lequel nous avons beaucoup travaillé, qui concentre à la fois tous les services, les escaliers, et qui crée en fait aux extrémités, on va le voir dans le plan peut-être de l'étage type, donc qui crée à ces extrémités des espaces de dégagement qui sont des lieux de vestiaires pour des groupes de 2 classes. Donc vous avez des groupes de 2 classes au sud-est, à chaque extrémité. Et puis, dans cette partie de couloir serré, vous avez tous les accès aux ascenseurs, toilettes, services, escaliers, une sorte de grand palier.
et l'accès ici à la salle de dessin. Donc en fait, ce système-là, c'est un système de parcours qui est la prolongation de tout ce système de parcours que je vous ai montré à l'échelle du site, qui ici se prolonge à l'intérieur du bâtiment, un peu sous la forme d'une rue. Vous voyez ici la partie centrale, cette rue centrale. Alors là, pour parler de construction, donc cette partie centrale de distribution est une construction excavée en béton. Et puis tous les éléments que vous avez vus, donc les éléments de classe, sont des éléments de construction en bois qui viennent se greffer autour de ce noyau. Voilà, une coupe longitudinale. Et voilà cet espace de distribution, cette rue qui met en relation le bâtiment avec le reste du contexte, c'est-à-dire ici en direction des autres bâtiments du campus, là en direction du paysage ou du site au sens large. Donc ça, c'est la perspective du concours, et ça, c'est le projet réalisé avec toutes ces différences, mais avec, disons, les points importants qui subsistent. Donc je veux dire la relation avec les autres bâtiments et avec le paysage. Donc dans ce collège-là, il y a la volonté de dissocier fortement cette rue de distribution, cet espace de distribution et les classes. Et les classes, eux, sont des éléments qui sont tournés sur la partie jardin, dans une situation plus calme et dans lequel, en termes de climat, on montre le système constructif utilisé. Donc c'est des dalles, une structure en bois et des dalles de construction en bois qui restent apparentes, et le plancher le parquet qui est en bois. Donc vous avez une sorte d'inversion entre le couloir dans lequel la matérialité du béton est sur les murs et les espaces des classes dans lesquels la matérialité est sur les faces horizontales ou presque horizontales. Voilà. Donc la construction bois, donc c'est une construction mixte entre le béton et le bois à l'intérieur, est revêtue complètement d'une peau en bois, qui est une peau et une construction structurelle bois. Ça, c'était aussi dans une relation avec ce contexte, c'était donner l'apparence d'une construction légère et aussi une construction qui se fonde un peu avec son contexte, c'est-à-dire avec les arbres qui sont plantés autour d'elle, elle a tendance évidemment à se confondre. Donc le système de... Bon, voilà les détails constructifs, la fenêtre dans la classe, la fenêtre dans le couloir, je passe, excusez-moi. Mais voilà, ce système-là qui est un système à la fois qui nous plaisait parce qu'il permettait d'amener une certaine différenciation, c'est-à-dire qu'il réagit différemment en termes de soleil, il a des apparences différentes, un peu comme justement la végétation environnante. Et puis, donc une étanchéité, un bardage ajouré avec une étanchéité colorée qui, elle, apporte cette couleur. Et puis le bardage, lui, c'est un bardage pré-grisé qui ne nécessite aucun traitement. Donc on associe des nécessités tout à fait pragmatiques avec, disons, une apparence qui nous semblait convenir à ce site et à ce bâtiment. Voilà, quelques mots sur la construction. J'ai parlé de réalité construite et c'est toujours, bien sûr, une de nos préoccupations. Et quand je parle aussi de compétences, de savoir, c'est à toutes les échelles du processus de production des bâtiments, mais voilà, c'est quelque chose, même d'ailleurs pour moi un chantier c'est un peu une petite ville pendant un temps, c'est un campement de nomades un peu, et c'est toujours passionnant bien sûr de participer à la mise en œuvre de ces éléments et de les définir, voilà, les structures bois, les éléments de dalle, voilà, les photos qui résument ce projet, il y a peut-être toujours des photos à la fin qui résument le projet, c'est ces deux-là. Voilà. Je passe maintenant à un deuxième projet important pour nous, qui vient d'être terminé, qui est entré en fonction à l'automne dernier. C'est le centre communal de Gentot. C'est un concours qui date de 2008. Un lieu particulier. Moi, je ne connaissais pas du tout Gentot avant d'y aller, là, mais pourtant, on passe à côté tous les jours. C'est une commune qui est entre Bellevue et Versoix. Bon, il y a le creux de Gentot, en général, on connaît ici. La route suisse et le train. Là, l'autoroute passe un petit peu là-dessus. Les avions, ils passent exactement ici pour aller atterrir ici en dessous à Cointrin. Et vous avez ici une ligne de crête, ou disons, ici commence un coteau en direction du lac, avec le village historique et des magnifiques maisons de maîtres, les domaines
les domaines Firmenich et autres, entre Versoix et entre le Creux de Gentot et Versoix, des domaines et des vignobles et des allées de chênes qui constituent ce territoire. Le centre du village est sur la partie arrière, sur le plateau, soit des constructions rurales, des fermes, dont on perçoit peut-être ici l'échelle et la dimension, et puis sinon des extensions de zones villa. Voilà, le contexte plus général, c'est aussi justement ces agrégations de bâtiments qui sont des bâtiments ruraux ou des maisons de maître et qui forment des ensembles et qui donnent aussi une échelle et pour moi c'est un peu une sorte de mémoire collective de ce territoire qui nous a influencés dans ce projet, mais même sans les connaître en fait, de manière un peu inconsciente, avec voilà, le site du projet. Ce site, c'est une parcelle qui appartient à la commune, il n'y en a pas forcément beaucoup. Il y a beaucoup de territoires ouverts dans cette commune, beaucoup de territoires verts, mais peu de territoires ouverts publics et peu de territoires verts qui soient publics. Il y a beaucoup de campagnes ou de jardins. Ici, le village, et cette parcelle-là sur laquelle on trouve, un ensemble de parcelles sur laquelle on trouve l'école originale, son extension des années 80, la salle de gym en extension des années 90, et puis ici un cimetière. Et puis sinon ici un terrain plus ou moins vierge avec une pelouse sur laquelle on joue au football, on plante la tente pour faire les promotions. On a planté ici un bâtiment provisoire pour la poste. Et puis voilà, on voit en fait cette situation avec la route de crête entre guillemets qui est la limite nord du village. Le village, son école tournée vers le village, et puis après disons le derrière de l'école, un peu comme à Estavayer, hein, la zone arrière de l'école, et puis la ville des petites villas ou des campagnes, de la campagne. Ici, dans ce projet, le maître d'ouvrage voulait faire un centre communal. Donc ça, c'est toujours un vaste programme, et en même temps, ça veut dire beaucoup de choses, et en même temps rien du tout, mais c'était même pas un centre communal, c'était un bâtiment communal. Donc, l'idée, c'était principalement de faire une salle des fêtes, un lieu de rassemblement, mais il y avait toute une série de programmes annexes assez différents, comme commerce, épicerie, poste, locaux parascolaires, donc tout un ensemble de choses que la commune voulait absolument fondre dans un bâtiment le plus compact possible. Et puis en fait, là, dans ce projet, nous avons pris le contre-pied complet, c'est-à-dire que nous avons dissocié les bâtiments. Nous avons proposé 3 programmes, c'est-à-dire un bâtiment qui est le bâtiment communal avec la salle des fêtes, un bâtiment qui est le bâtiment parascolaire et un bâtiment qui est le bâtiment, entre guillemets, commercial avec la poste et l'épicerie. Donc là, il y a 2 choses. Il y a la question de l'échelle dont je parlais. Je crois que quand je dis que je pense que c'est nos préoccupations principales, je crois que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire donner la dimension aux choses. Est-ce que c'est grand, c'est trop petit, trop grand, c'est ou juste, ou haut, ou bas. C'est probablement les premières choses qu'on doit donner en tant qu'architecte, avant probablement même, ou en complément, mais même avant peut-être la notion de dur, de mou, de lisse, de foncé, de clair, parce que c'est certainement une des choses qui persiste le plus. Alors voilà, là c'était une question d'échelle, c'était trouver une échelle qui soit l'échelle d'un bâtiment principal avec sa fonction représentative, qui soit à la fois capable de dialoguer avec des constructions publiques à proximité, d'avoir une relation avec un paysage ouvert. Dans ce paysage ouvert, on trouve l'échelle des bâtiments ruraux que je vous ai montré tout à l'heure, donc il y a aussi une échelle qui a à voir avec ce bâtiment-là. Et puis après, une série de bâtiments, un bâtiment parascolaire donc en lien avec l'école, secondaire, mais ouvert sur le cimetière. Et puis le bâtiment ici commercial qui est lui d'un seul niveau, donc qui lui cherche le rapport avec la rue, et la rue marquée par le pavillonnaire du site. Donc il y avait bien sûr la question donc, de l'échelle, et en parallèle de ça, ici on tourne de 45 degrés, ici on a l'école, la salle de gym. On a aussi l'idée de processus ou de succession, donc l'école, la première école, l'extension de la gym, et puis on vient continuer cette extension et prendre la mesure de ce grand site, de ce grand lieu qui est la parcelle qui est propriété de la commune, et puis redéfinir les espaces publics, ou plutôt définir des espaces publics. Donc ici, vous aviez le chemin des ânes qui traversait la prairie, qui était ce chemin des écoliers entre le haut et le bas de la commune, dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous avons tout simplement
être inscrits dans le projet, où nous avons relié, si vous voulez, le village et ces différentes pénétrantes là, le parking, nous l'avons relié au projet à travers un parcours qui en fait relie le haut et le bas de la commune. Donc ce parcours redéfinit ensuite aussi un espace qui change de statut. Le derrière de l'école, là il ne fume pas des cigarettes encore parce que c'est l'école primaire, mais le derrière de l'école c'est devenu en fait non pas une place centrale, c'est pas du tout une place centrale, ça reste derrière, mais c'est le lieu qui réunit l'entrée du bâtiment communal, la salle des fêtes, la nouvelle entrée de l'école qui s'est faite indépendamment de nous en parallèle de ce projet, la salle de gym et le paysage ouvert et une grande pelouse publique. Disons, ça devient une sorte d'esplanade sur ce parcours. Et puis après, ce système de bâtiment-là, il offre une quantité d'espaces différents, une petite terrasse pour le bistrot, des passages entre le mur d'enceinte du cimetière, quelqu'un avait appelé une fois une perméabilité habitée. Voilà, c'est un peu ça, c'est une succession de petits passages qui permettent aux enfants d'aller garer leur vélo derrière la salle de gym, etc., etc. On confond un peu dans ce dessin qui est pas bon, on confond le bâtiment qui est là et les aménagements extérieurs qui sont là. Ça, c'est les bâtiments qui sont là. Bon. Le programme. Donc nous sommes donc le bâtiment principal, le bâtiment de la salle des fêtes, donc avec une entrée. Bon, là c'est important, peut-être c'est l'entrée qui est côté village justement. L'entrée elle est du côté du village, elle n'est pas du côté des maisons. Elle est voilà, et il y en a qu'une. Disons, il n'y a qu'une entrée principale qui réunit toutes les fonctions différentes. Donc il faut penser, bien sûr, à cet étage-là, on a un foyer, on a une salle de société, on rentre et puis on distribue une grande salle des fêtes, une salle communale, mais on trouve ici tout un ensemble de fonctions auxquelles on accède par ce noyau ici, donc des salles de société à l'étage, que je vais vous montrer, les salles au sous-sol, mais c'était important qu'il y ait une seule entrée dans ce bâtiment avec plusieurs fonctions, même s'il y a une entrée évidemment de service pour la entrée des artistes entre guillemets et les livraisons pour la cuisine, une cuisine pour les banquets. Vous avez ici le bâtiment parascolaire avec une entrée toujours côté de l'école, un dégagement, un espace de jeu, les services, une cuisine de régénération, un restaurant scolaire. Et puis vous avez ici dans le bâtiment qui est donc sur le chemin ici, une épicerie tea room, pardon, donc épicerie et tea room, un lieu de vente et de rencontre avec un prolongement extérieur. Et puis ici, un lieu commercial qui était d'abord une poste, qui après a été un magasin de radio-tv, qui pour finir maintenant est un centre médical. Donc pendant le projet, il a déjà évolué en termes d'affectation. Les étages, donc avec l'étage de la salle des fêtes, donc le vide sur la salle des fêtes, et puis ici des salles de société, salle de musique pour la fanfare, et ici les salles parascolaires, donc là où les enfants ils vont après l'école ou à midi. Des sous-sols avec plein de dépôts, des salles de société au sous-sol et des WC, voilà. Peut-être un point important pour la salle des fêtes, c'est cette salle des fêtes qui devait être une salle polyvalente, donc une salle où on peut tout faire. Et ça a été un de nos préoccupations principales, c'était de permettre ces appropriations, ces utilisations, tout en donnant un caractère architectural à ce lieu. Donc l'intention du maître d'ouvrage, c'était d'avoir soit la possibilité d'avoir des gradins et un espace scénique, donc une scène avec des installations scéniques et une salle, et puis de pouvoir utiliser la même salle, et y compris la scène, pour des banquets, pour des questions de place, évidemment. Utiliser la salle pour éviter de faire une trop grande salle. Et donc ça, c'était un peu le piège, parce que, disons, est-ce qu'on y arrive vraiment à faire une salle transformable? L'expérience montre que souvent, ça devient des lieux où on peut pour finir plus rien faire. Donc l'hypothèse que nous avions faite en termes de perception spatiale, mais aussi en termes d'organisation, c'était de travailler sur un revêtement de sol sur toute la surface de la salle, donc avoir une unité de lieu entre la scène et la salle, en termes de surface de sol, en termes de surface de mur, et aussi en termes de structure de toiture. Donc en fait, donner l'unité de cette salle, qu'on l'utilise comme une salle de banquet sol plat, ou alors qu'on y monte la scène et qu'on commence à y mettre des installations scéniques, donc que cette salle permette ces deux utilisations tout en conservant son caractère. Et bien sûr, pour nous, nous avons fait une salle qui était ouverte sur l'extérieur,
nous avons proposé aussi une fenêtre sur la scène ou derrière la scène, justement pour permettre ce côté un peu, cette transformation. Quelques mots pour parler de la construction. Là, dans ce projet-là, nous avons proposé un système constructif mixte, c'est-à-dire nous avons un peu, en termes de construction, nous avons réinterprété les constructions traditionnelles du mur massif, donc des constructions faites de murs en moellon et de dalles en solive et en plancher, en proposant des murs en maçonnerie et des dalles mixtes, donc des dalles en bois. Je vais peut-être parler de ce détail-là. Donc il n'y avait pas de solution arrêtée par rapport à ce système-là, c'était une intention générale. Et la solution, pour finir, c'est arrêter sur un mur en béton isolant. J'ai cherché les dessins, je ne les ai pas retrouvés. Nous avons à l'époque, au niveau du concours, évoqué la possibilité du double mur, évoqué la possibilité d'une isolation intérieure. Et en fait, ces dessins, cette manière de dessiner, de mettre en œuvre bien sûr ces grandes ouvertures que vous voyez peut-être là, cette manière de mettre en œuvre le projet en termes de durabilité extérieure et intérieure, c'est devenu la solution la plus simple, disons, c'est les dessins qui nous l'ont montré. Et puis la solution intéressante du point de vue énergétique, dans le sens où c'est la volonté de faire une expérience et de vouloir, peut-être mesurer, et c'est maintenant qu'il faut le faire, mesurer la capacité de ce bâtiment à prendre un peu le contre-pied des tendances actuelles qui sont d'isoler complètement et de couper le bâtiment de son contexte, donc en multipliant les couches d'isolation autour des bâtiments, on a une structure chaude et isolée à l'extérieur. Ici, on a un bâtiment qui travaille de manière analogue au bâtiment ancien, mais avec un mur massif qui est quand même 10 fois plus performant qu'un mur ancien. Mais il reste tout de même plusieurs fois moins performant qu'un bon mur d'aujourd'hui. Mais le pari là-dedans, c'était un peu de dire que dans ce comportement dynamique, cette capacité aussi de travailler sur l'inertie, et aussi, c'est un peu l'observation qu'on fait, c'est que beaucoup des bâtiments qu'on fait aujourd'hui, qui sont très performants sur le papier, et qui sont, bien sûr, c'est pas pour ça qu'il faut abandonner cette idée-là, mais souvent, ils sont moins performants dans la réalité. Et peut-être que les bâtiments anciens, qui sont des potentielles catastrophes énergétiques, sont plutôt moins bons, plutôt meilleurs que justement par leur capacité d'inertie et d'absorption, sont plutôt meilleurs que sur les calculs. Donc c'est cette idée-là de vouloir faire un entre-deux entre les technologies de pointe aujourd'hui, avec leurs défauts, et les technologies anciennes. Voilà. Donc vous avez ici ce mur de béton isolant de 60 cm avec la fenêtre qui est une fenêtre bois en applique intérieure. Et puis, peut-être ça c'est important, le crépi extérieur, donc le projet en termes d'identité, il a toujours été vu comme un projet crépi, donc le béton isolant, il n'a pas été utilisé en tant que matériau qui voudrait exprimer une vérité constructive. Donc le béton isolant, il est là, pendant le chantier, on le voit, après on ne le voit plus, mais on voit que cette structure en termes de volumétrie, en termes d'échelle, de dimension des éléments qui la constituent, donne déjà une échelle au projet. Ici, les espaces intérieurs du parascolaire avec les dalles mixtes et la salle des fêtes avec un système de toiture charpente BLC. Voilà, je vous propose maintenant, ça va être une petite promenade dans le projet qui est terminé. Le projet est ici depuis le côté du village avec l'entrée, le bâtiment principal et l'entrée. Donc ici, la salle de gym existante qui fait partie de ce projet. Donc il y a ici une juxtaposition d'époque et d'architecture. Et on voit peut-être cette idée d'échelle urbaine, c'est-à-dire là ici on est sur le chemin côté villa, on regarde en direction du village, en direction de la salle de gym et de l'école. On a le bâtiment de l'épicerie poste, l'entrée des artistes, ici le bâtiment, la salle communale, et ici le bâtiment parascolaire. Et ce parcours à travers ce système-là. L'échelle, donc vous voyez ici, il y a une petite fille qui est avec son cerf-volant. Cet espace qui petit à petit, on se l'approprie, et petit à petit les choses commencent à vivre là autour. La perception depuis la rue, le centre médical, et ici l'épicerie. Du côté de la salle de gym à droite, on a l'école dans le dos et on regarde en direction du nord, l'entrée du bâtiment.
et puis l'appropriation de l'espace public. Et voilà ce passage qui est un peu le point central du projet, quelque part, mais où là on voit peut-être encore une fois cette idée d'échelle, donc de dimension volumétrique des percements, l'épaisseur des murs. Par exemple, ça c'est peut-être pour exprimer une certaine liberté qu'on se donne aussi pour formaliser les choses, c'est-à-dire que vous voyez que les embrasures sont en biais ici. C'est pas du tout pour évoquer l'architecture vernaculaire grisonne ou se référer à des bâtiments. Ce qui nous a intéressé là, c'était ce que ça produisait comme effet, c'est-à-dire que où qu'on soit, cette épaisseur de l'embrasure se perçoit et modifie la perception, l'échelle qu'on a de ces fenêtres, qu'on soit de biais ou de face. Et la même chose pour les volumétries qui sont biaises de ce projet, qui donnait certainement une fluidité aussi aux espaces, mais qu'on modifie l'échelle. Donc ici, ce bâtiment qui fait 40 mètres de long, on n'en perçoit que la moitié ou un peu moins de la moitié ici. Donc ça modifie évidemment la perception de ces espaces. Donc c'est ce genre de phénomène qu'on expérimente pour voir s'ils nous convainquent. Voilà. Donc si on se donne la liberté de les utiliser sans forcément les justifier pour des raisons autres que les espaces qui pourraient produire. Voilà, c'est ce qu'on a appelé la perméabilité habitée, c'est-à-dire qu'entre les bâtiments et le cimetière, entre les bâtiments les uns avec les autres, il y a tout un réseau d'espaces qui se crée. On a ici le bâtiment de l'épicerie ou la future terrasse, mais là, je n'ai pas encore de photos parce que l'arbre, il n'y a pas d'arbre. L'épicerie a déjà été cambriolée, donc il y a les vitres qui sont cassées. Donc ça vit déjà bien, comme vous voyez. Mais voilà, c'est ce réseau d'espace et ces points de vue des fois un peu inattendus. Donc là, on a le cimetière, on voit la salle de gym et puis on voit le bâtiment principal et le bâtiment parascolaire. Et dans ce projet-là, c'était la mise en réseau des espaces, leur dimensionnement, la mise en réseau des espaces publics et des espaces intérieurs et extérieurs qui était importante. Et voilà, on aime bien cette petite image de ville où, à travers les bâtiments ou à travers ces passages, ces intériorités, ces extérieurs intérieurs, on a ces événements-là. Ici, on est dans le bâtiment du restaurant scolaire, donc dans le hall d'entrée, qui devient une extension du restaurant. On voit le bâtiment d'en face ou les maisons. Voilà, on a ces relations visuelles des espaces les uns avec les autres. L'entrée principale du bâtiment de la salle des fêtes, avec à droite le foyer, et puis ces espaces qui sont tous distribués dans ce hall qui réunit les différentes fonctions du bâtiment. Et puis après, je dirais la diversité des espaces et puis l'unité constructive, c'est-à-dire que voilà, les moyens sont tous les mêmes, mais il y a les espaces, c'est-à-dire cette matérialité assez forte. D'ailleurs, vous allez voir, après une quinzaine de photos, on avait un peu marre du bois et du parquet, mais ces espaces sont tous différents. Donc il y a les longs qui sont une telle orientation, les longs et hauts. Il y a les espaces qui sont plutôt larges et qui ont une autre relation avec l'extérieur, une autre géométrie. C'est la salle de répétition de musique ou le restaurant parascolaire. Et ces espaces sont tous les ingrédients architecturaux, donc la fenêtre et les 2 ou 3 matérialités qui sont là sont tous les mêmes, mais il y a une diversité de situations. Et puis sinon, il y a cette salle des fêtes dont je n'ai pas d'image, de vraie image à vous montrer, mais elle est en fonction, elle est déjà beaucoup utilisée, c'est ça qui nous permet pas de faire des photos. Et là, cette diversité d'utilisation, c'est-à-dire qu'on a une scène qui est escamotable, on a des rideaux qui sont cachés dans des doublages et qui viennent faire des cadres de scène au besoin. Et on a évidemment des gradins qui rentrent, qui sont des gradins assez simples, disons, mais c'est pas high-tech, c'est d'ailleurs assez fastidieux à rentrer et sortir, mais ça permet de faire les fêtes, les banquets et les fêtes différentes. Et on a donc cette structure qui permet à la fois, bien sûr, de garder toujours l'unité. Donc il n'y a pas une partie de scène, une partie de salle. Donc si un jour on mange sur la scène, on est malgré tout dans la salle. Et qui permet aussi de gérer les éclairages et les installations techniques. Voilà, je vais vous maintenant parler d'un projet qui est en cours. Peut-être c'est intéressant de ce projet-là, c'est de voir encore une fois les similitudes et les différences. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse a posteriori. Et c'est le concours
de l'extension d'un collège qui fait c'est un mix entre les deux programmes précédents. Le collège de l'Esplanade à Benien, au-dessus de Gland. Voilà le site. Donc ici en bas le lac, en haut le Jura. Ici on a une situation de, je pense, 800-900 mètres. Le village de Benien, la route de Saint-Sergue. Et puis ici le paysage ouvert, le vignoble, la salle de gym des années 60, le collège, qu'est-ce que je dis à l'année 60 ? Je ne sais pas de quand elle date en fait. Une salle de gym, un terrain de sport, et puis un collège, une ancienne école, la mairie, et un collège qui date des années 90. Un collège qui a une certaine rupture d'échelle par rapport à ce contexte, qui définit surtout une très très grande esplanade ici, dans laquelle on trouve maintenant plein de containers de classe provisoire, donc qui a besoin de grandir, mais qui a une sorte une échelle particulière à ce site. Et donc le programme, c'était un programme assez complexe d'extension par étapes, avec à la fois de l'école primaire, de l'école secondaire, restaurant scolaire, structure parascolaire, salle de gym. Bref, il y avait un peu un projet très très complexe. Et là, voilà, nous avons essayé déjà de simplifier, aussi de donner des orientations programmatiques à cette complexité programmatique, et encore une fois, à trouver la bonne dimension. Alors voilà, là, un peu par analogie avec Jeantot, on a 3 bâtiments. Un bâtiment qui est un bâtiment de classe secondaire, un bâtiment qui est un bâtiment d'une aula et un bâtiment parascolaire, un bâtiment qui est une école primaire, et un 4e qui est en fait une salle de gym en terrasse. Ce qu'il faut voir évidemment, c'est qu'on est dans une pente, ce qui complexifie un petit peu le tout. Et voilà, nous avons donné une dimension aussi à ces différents éléments, qu'on voit ici en termes de volume. Donc la relation à la fois, ici c'était le paysage ouvert qui nous a intéressés, c'est-à-dire le vignoble, et comment ils ont créé une sorte de limite entre la structure médiévale, on va dire assez dense et fermée, et une perméabilité ici encore ouverte, mais cette fois entre un village et un paysage, avec des séries de plateaux. Donc on a le collège avec son esplanade, le nouveau bâtiment secondaire avec son préau, le bâtiment parascolaire ou la salle des fêtes, avec la place sur la rue, et le bâtiment secondaire avec son préau qui est le toit de l'école. Donc une série de plateaux. Voilà, la même chose en plus grand. Donc je passe. Peut-être ça pour expliquer voilà, cette mise en relation des différents espaces. Donc on a ici les 3 bâtiments que je vous ai montrés, et puis un système de réseau, de parcours, place de première route, esplanade, cours de l'école, et tous ces espaces que nous mettons en relation les uns avec les autres. Je vais passer vite les plans, parce que ça c'est les plans du concours, mais comme ça vous voyez que c'est compliqué un peu. C'est-à-dire que ces différents bâtiments, différentes couleurs, ont différentes fonctions, mais ils ont aussi différentes altitudes. Mais voilà, c'est cette mise en relation et ces qualifications de parcours d'espace à travers les bâtiments. Donc le bâtiment de l'école, le parascolaire, restaurant scolaire, le bâtiment primaire et les différents espaces attenants qui se répètent en différents étages. Et après ça se gâte au niveau de la salle de gym et tout ça. C'était un programme très conséquent qui s'étage depuis le collège existant avec son parking souterrain. On est dans quelque chose de vraiment assez urbain, assez construit là aussi. Et les différents bâtiments qui s'étalent qui s'échelonnent sur la pente. Je vais peut-être montrer ce schéma-là qui est important. C'est parce que dans notre projet, nous avons essayé vraiment de respecter le besoin du maître d'ouvrage, de vouloir faire des réalisations par étapes. Et donc le projet pouvait se réaliser par étapes avec un premier bâtiment en lien avec le collège existant, un deuxième bâtiment aula parascolaire et restaurant scolaire, et le 3e bâtiment est la salle de gym. Mal nous en a pris parce que tout de suite, en fait, non, ce que je veux dire par là, c'est que pour finir, ce projet se réalise partiellement et se réalise en étapes. Donc le premier mandat, ça a été de réaliser les 2 premiers bâtiments, donc les 2 premiers bâtiments que vous voyez là. Et donc le bâtiment de la salle des classes et le bâtiment aula parascolaire. Et voilà, donc nous avons mis au travail et nous avons développé ces projets-là. Mais le projet assez rapidement, maintenant il ne se résume plus qu'à un seul bâtiment pour des questions politiques, des questions, je dirais, c'est assez compliqué parce qu'il y a une dizaine d'associations de communes qui sont impliquées dans ce projet. Il y a des litiges politiques, on va dire, problèmes de financement. Et donc,
en bien peut-être, mais ce projet commence par un seul bâtiment. Et voilà, maintenant il s'agit de voir si ce projet il tient la route, même à cet état intermédiaire, ou même s'il restait inachevé comme ça. Donc vous avez ici une simulation du projet dans son contexte, vue d'avion. Je voulais parler de la matérialité, mais je parlerai après. Alors ici, on a des situations un peu assez serrées. Donc on a un collège existant avec ses sous-sols, une entrée de parking. Ça a l'air un peu bucolique comme ça sur l'image, mais en réalité, c'est une salle de gym enterrée. Il y a des parcours. Ici, il y a une entrée de parking, un immense parking souterrain sous ce complexe, qui est donc le collège, qui a environ une vingtaine de salles de classe. Donc nous sommes au rez inférieur, l'entrée rez inférieur avec un préau, et puis un espace central de distribution avec des couloirs, des bras qui s'ouvrent sur l'extérieur, et des salles de classe qui se concentrent autour de cet élément. Donc là, il y a la volonté de concentrer le programme, avec une partie du programme qui vient se mettre en encaissé dans le terrain. Et puis l'étage intermédiaire, donc premier étage avec, on va dire l'étage type, avec 4 classes autour de cet espace de distribution. Et l'étage supérieur avec le même espace de distribution et ces 4 classes, éclairé zénitalement, et qui offre une deuxième sortie, une relation avec le collège existant qui commence à se développer à ce niveau-là. Donc on a une situation de proximité et de tension qui est intéressante. Comme vous voyez peut-être en termes de matérialité, donc il y a cette proximité, cette tension et cette continuation, puis en même temps il y a une différenciation en termes de matérialité. Donc il n'y a pas de mimétisme du tout, donc il peut y avoir, disons, les deux. Voilà, peut-être la coupe, celle-là qui est peut-être la plus importante, c'est la position de l'escalier. Ça a l'air de rien, mais on a réfléchi beaucoup sur cet escalier. Mais c'est tout simple, en fait, c'est un escalier qui est juste pas superposé et qui quand on y accède depuis l'étage supérieur, on a le temps de rentrer dedans et de descendre directement à l'étage inférieur. Donc le parcours dans le bâtiment n'est pas le même évidemment qu'un escalier dans lequel on tourne. Et évidemment, l'introduction de la lumière zénitale est aussi différente. Et puis ce que vous voyez, une particularité, c'est qu'en fait on était contraint par les niveaux. Vous voyez que le niveau de la rue et le niveau du collège existant étaient donnés, et on a déjà dû aller se mettre en léger décaissé et en léger surplomb. Et donc les hauteurs d'étage sont insuffisantes, les classes sont un peu basses. Et c'est pour ça que nous avons, vous verrez comment on y a répondu tout à l'heure. Voilà, le projet là, c'est un projet qui est un projet structure béton, on dirait traditionnel, isolation périphérique, périphérique, et un bardage métallique qui est en train d'être posé là. Et peut-être que là, le contexte que j'appelle mémoire collective de ce bâtiment, c'est comment il s'intègre, ce bâtiment. Je vous l'ai montré, il se différencie de l'autre bâtiment du collège, mais qui est lui en construction métallique. Donc il a cette analogie en termes de matérialité, un bardage métallique. En termes de teinte, donc on a un bardage en permalux, en aluminium éloxé, qui a une teinte qui a tendance à s'intégrer par rapport à l'ensemble des autres bâtiments qui font ce contexte, qui soient la tuile des bâtiments historiques médiévaux ou l'éternite des bâtiments des années 60. Et puis sinon, le bardage métallique en tôle, il a aussi cette évocation. C'est pas du tout une évocation, mais les bâtiments de cette dimension-là, dans ce site, en fait, si on va en direction de Gland, on descend, qu'est-ce qu'on voit? C'est les hangars à fruits, qui sont en fait des hangars, ils sont souvent verts, ou parfois bruns, ils ont cette tendance un peu caméléon aussi, et c'est des tôles pliées qui ont des systèmes de bardage tout à fait standards et industriels, qu'on a ici revisité de manière encore une fois libre, en lui donnant un rythme qu'on a estimé, une variation dans le rythme qui donne un certain décalage avec cette référence trop littérale avec le hangar, et surtout qui se différencie par le matériau. C'est-à-dire que le permalux qui est là, c'est un aluminium utilisé beaucoup dans les années 60, 70 pour faire des bâtiments publics, pour faire des bâtiments de prestige, des banques. Donc c'est un bâtiment qui a un certain côté précieux. Et voilà, c'est ce mélange de références ou d'intuitions qui vont donner le caractère de ce bâtiment au final. Ou aussi même la relation avec la structure du paysage. Voilà, c'est une manière, encore une fois, tout à fait empirique que nous faisons ces expérimentations. Et là, voilà, toujours avec les mêmes préoccupations, nous avons ici, de manière aussi différente, différencié
l'espace de la classe, qui sera en relation avec un paysage assez incroyable, et l'espace du couloir, qui est, lui, un espace plus contraint, plus intérieur, une sorte de, ici aussi, d'espace assez fermé qui donne accès aux différentes salles, hein, et éclairé zénithalement. Il est en chantier aujourd'hui. Et là, cet escalier qui, à chaque étage, est éclairé et a une relation différente, mais il apporte la lumière jusqu'au niveau inférieur. Et les classes, alors ici, ce bâtiment, tout va rester béton. Les classes et les couloirs seront en béton. À l'intérieur des couloirs, le sol sera en asphalte noir. Dans les classes, il sera en béton, en chape poncée. Mais tout le béton ici va être peint en blanc ou lasuré en blanc. Donc il y aura une sorte de progression vers une certaine clarté depuis le couloir. Et puis le système de nervures dont j'ai oublié de vous parler, c'est ça qui nous a permis de surseoir aux exigences de hauteur. Donc en fait, ici on est tout en haut, mais... Ah ben voilà, je crois que je suis en train de faire trop long, c'est le signe. C'est cette hauteur insuffisante, en fait, on a fait des dalles à nervures qui nous permettent d'intégrer tous les éléments de lumière, nous intégrer les systèmes d'absorption acoustique dans une hauteur qui est moindre. Puis voilà, là vous avez ce qu'on est en train de faire maintenant comme test, de mettre des tubes fluorescents dans des armatures toutes simples au fond de ces nervures pour créer des luminaires insolites à l'échelle de cette classe. Et voilà, voilà, ce projet, je crois que j'ai tout dit, c'est bon. Et je vais en arriver au dernier projet, qui est, pour retourner à une échelle plus petite, de nouveau un projet de concours, un projet qui restera un projet de concours, que je vais vous présenter en guise de conclusion. Ici, on est donc dans le village d'Orsonnance, dans la glane fribourgeoise. Vraiment un site merveilleux, je vous le conseille. C'est la campagne encore préservée, dans le sens où à Fribourg, il y a beaucoup d'extensions de villas. Ici, c'est pas le cas. Et on a un paysage vallonné avec un certain nombre de petits villages sur des collines, genre 300 habitants, qui fonctionnent en réseau et qui partagent leurs infrastructures scolaires. On a une église, des granges, des bâtiments ruraux, puis sinon des bâtiments d'habitation. On a une salle de gym des années 90 peut-être, en béton, un volume assez important, une déchetterie, puis sinon des bâtiments bâtiments ruraux qui se dispersent dans le territoire. Et ici donc ce site sur lequel il fallait construire une nouvelle école primaire. Là, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement illustrer les mêmes principes, mais là, c'est un contexte dans lequel il fallait se mesurer à ce bâtiment, essayer de faire un ensemble avec ce bâtiment de la salle de gym. Donc nous avons implanté le programme, donc de nouvelle école primaire, un peu en avant, en direction de la pente, une sorte de promontoire ici, avec une pente assez raide. Donc le bâtiment est un peu plus petit en termes d'échelle, mais un peu plus grand par sa position géographique sur ce promontoire, à une certaine distance de l'autre pour définir un préau duquel on accède depuis le village, à travers un réseau qui est existant déjà, de petites placettes, de parking, d'une petite place de sport, du préau, de la petite cour d'entrée, du préau couvert et de l'entrée dans le bâtiment, ou l'entrée depuis la dépose bus, le parking et l'accès au bâtiment. Voilà, des principes simples. Le volume de la salle de gym, le village de ce côté, le nouveau volume. Peut-être une chose, l'importance des courbes de niveau. Dans le canton de Fribourg, c'est un site protégé. Et dans les sites protégés, en fait, ils interdisent les mouvements de terrain. Et disons, ils les limitent au maximum. J'ai trouvé assez intéressant, disons, d'éviter de faire des grands terrassements dans un paysage vallonné. Et c'est ce à quoi nous nous sommes efforcés. Donc en implantant ce bâtiment, qui est, comme je l'ai dit, plus petit que l'autre, derrière la salle de gym qui est ici, mais qui, par sa situation, est d'une importance un peu plus grande. Voilà. Ça, c'est Joséphine, la vache. Et puis, sinon, voilà, on coupe le village, la salle de gym, et le bâtiment, en fait, qui s'organise en split level, justement pour suivre au maximum cette pente. Donc, il a 2 niveaux du côté du village et 3 niveaux du côté du paysage, là. Et donc, vous accédez ici à ce niveau, vous avez des groupes de 2 classes qui fonctionnent en quinconce dans l'espace. Voilà, le plan, on rentre ici, le hall, une salle de réserve, salle des maîtres. Et puis après, on a un système de couloir transversal ouvert
de part et d'autre, des classes qui ont toutes 2 orientations, groupées par 2, par degré. Donc en fait, ici vous avez les 1P, 2P, je me souviens plus. Vous montez un demi-niveau, vous avez les enfantines, vous demandez un demi-niveau. Et chacun de ces espaces, en fait, est un couloir. Comment dire? Le couloir relie toutes les classes, mais en même temps, ils ont chacun leur espace qui est en dehors de cette circulation centrale. Alors voilà, la classe, des images de concours, la classe, la relation avec le paysage, et puis cet espace de couloir et la relation avec le village et la salle de gym par ici. Et puis la construction, là aussi avec une certaine liberté, nous avons fait comment dire, nous avons décidé de faire un bâtiment en bois, mais d'une manière à aussi pouvoir se mesurer au bâtiment en béton qui est à côté de la salle de gym, aussi dans un contexte assez hybride, c'est-à-dire qu'on a une situation où on a des bâtiments de toutes sortes. D'ailleurs, dans les bâtiments ruraux eux-mêmes, on a des bâtiments en colombage, des bâtiments en maçonnerie, des bâtiments en bois. Donc là, en fait, on a gardé l'idée d'une structure modulaire, d'un bâtiment fait de modules et de modules constructifs, avec une structure bois et un bardage bois fait un peu comme des colombages, fait d'éléments structurels et de panneaux de remplissage. Donc on aime bien les situations des fois un peu hybrides comme ça, qui ne sont pas forcément encore une fois des vérités constructives ou on ne lit pas forcément le plan ou la structure en regardant le bâtiment, mais on recompose une réalité à partir de bribes, et ces bribes sont les perceptions qu'on se fait à travers les bâtiments, à l'intérieur, à l'extérieur du bâtiment. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Non? Je comprends, je vous ai un peu assommé là. En tout cas, personnellement, moi je pourrais encore t'écouter des heures, avec peut-être 1 ou 2 pauses. Et puis, moi j'aimerais dire peut-être un mot, parce que je vois qu'il y a des étudiants, et je trouve que j'ai ressenti une grande capacité, une grande richesse dans ton discours, c'est-à-dire que c'est un discours qui à la fois s'adresse à des constructeurs, à des gens, à des professionnels, à la fois à des gens en train d'apprendre. Et je trouve que tu arrives à montrer, à donner envie de passer au niveau supérieur, je veux dire pour nos étudiants. Puis tu as même réussi à faire un clin d'œil peut-être à ta fille en parlant de la vache, Joséphine. Alors. En tout cas, merci beaucoup. J'ai une conclusion. Merci Didier, tu m'as tendu la perche pour une conclusion. Mais je pense que après communiquer, on communique plus ou moins bien chacun, etc. Mais je pense que ça fait partie de notre métier, évidemment, et on est un peu des traducteurs. Ce que je veux dire par là, que pour bien réussir dans ce métier, il faut être capable de parler un peu de divers langages ou à tout le monde, mais de la même chose. Et quand je dis ça, bien sûr, je parle des mots, mais je parle évidemment des dessins, des images, des maquettes, des plans d'exécution. Donc, il faut partager la même passion, entre guillemets, avec un maçon, avec un directeur de banque, avec un étudiant, et c'est ça qui fait la richesse et l'intérêt, et parfois peut-être aussi la difficulté, parce qu'il ne faut pas se perdre là-dedans, quoi, bien sûr. Voilà, merci beaucoup.